Bonjour à toutes et à tous, je suis Claire Laplace et je vous souhaite la bienvenue dans la 3e saison de La Boussole, le podcast des parcours qui ne perdent pas le nord. Si vous aimez ce travail, dites-le moi sur votre plateforme d'écoute préférée, en vous abonnant, en mettant 5 étoiles au podcast et en laissant un commentaire. C'est par ces actions que le podcast est visible. Merci à tous ceux qui prennent le temps de le faire, c'est précieux. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur du métier de développeur avec Pierre Lefebvre, PDG de Better Call Dev. Pierre est venu à la maison pour enregistrer cette conversation. Assis tranquillement dans mon salon, nous avons parlé ensemble de son parcours, de cette école d'ingénieur qu'il ne pensait pas initialement faire, de son amour de la mer mais aussi de la musique, qui est peut-être à l'origine des savoir-faire précieux de Better Call Dev. Pendant notre conversation, nous revenons avec lui sur les étapes de la création d'une entreprise et de rendre la tech utile, sincèrement et sans renoncement. Merci à toi, Pierre, pour tout ce que tu as partagé à mon micro et pour ta transparence. C'est parti pour un peu plus d'1 heure avec Pierre Lefebvre de Better Call Dev. Bonjour Pierre. Salut. Merci d'avoir accepté mon invitation dans La Boussole. Alors Pierre, tu m'avais été recommandé par Émilie et Johan dans un précédent épisode du podcast. Donc je suis ravie de te rencontrer et puis de pouvoir échanger avec toi sur ton parcours. Je vais peut-être d'abord te laisser te présenter si tu veux bien. Oui, merci de m'accueillir aussi. Merci à Émilie et Johan de m'avoir recommandé. Ça fait plaisir. Et donc du coup, je suis Pierre Lefebvre. J'ai tout juste 38 ans. Ça fait pas si longtemps que ça en fait. Ouais, j'avais vu qu'on avait 1 an de moins. Tu avais 1 an de moins que moi, voilà. Voilà, je suis papa d'une petite Lily qui a 10 ans. Je suis originaire de Dunkerque. Donc un peu carnavaleux dans l'âme, et puis grandi au bord de la mer. Et puis je suis venu faire mes études sur la métropole lilloise. J'ai fait une HEI, donc c'est une école d'ingénieur à la Cato. Et puis voilà, après moi, c'est des jobs pas si mal. J'adore les Lego, la décoration, la musique. J'écoute plein de choses. Généralement, je pense que 70% du temps, je sais pas ce que j'écoute. Mais c'est plutôt cool, voilà, du coup. Et puis voilà, après je joue un petit peu d'instruments. J'ai quelques instruments chez moi, mais je suis pas très bon. Disons que. Mais voilà, je suis un peu touche à tout, curieux. Et puis tu as lancé une boîte qui s'appelle Better Call Dev. J'ai lancé une boîte, aussi. effectivement. Ouais. Oui, merci de le rappeler. Je m'étais dit, j'étais en train de me dire, bon, après le parcours professionnel, ça viendra par la suite. Ouais, mais en 2 mots. Effectivement, oui, j'ai créé une entreprise qui s'appelle Better Call Dev, maintenant il y a 3 ans. J'ai créé ça avec 4 développeurs. Moi-même, j'ai été développeur dans le passé, et puis après, j'ai eu un parcours aussi à partir du développement par tous les métiers du digital. Pardon. Et donc, du coup, Better Call Dev, c'est une agence de développement, d'où le nom Dev. Et historiquement, on est tous les 5 spécialisés pour le développement pour le monde de la musique. Donc, tout ce qui va être app de streaming, la gestion de catalogue, la gestion des droits d'auteur, les reporting à la SACEM des écoutes, toutes ces problématiques-là. Et puis, il se trouve que techniquement, en toute modestie, on n'est pas trop mauvais. Et donc, du coup, on s'est dit, on a quand même des belles compétences et c'est dommage de les réserver uniquement au domaine du monde de la musique. Par contre, on n'a pas envie de trop élargir, on a envie que ça ait du sens. Du coup, aujourd'hui, on adresse à la fois le monde de la musique, mais tous les autres domaines, si on veut, tant que ça rentre dans les problématiques de mieux former, mieux éduquer, mieux accéder à la culture et mieux créer de la valeur d'une façon générale. Souvent, ça passe par le travail, mieux travailler ou mieux collaborer ensemble, partager l'information. D'accord. Alors, si tu veux, on va remonter un peu le temps et parler un peu de tes études. Donc, tu disais que tu as fait HEI. J'ai fait HEI. Ouais. Et pourquoi HEI pourquoi cette école-là? Moi, alors, je peux le dire, mon mari a fait HEI, donc c'est une école que je connais bien. Mais pourquoi tu avais opté pour cette école? Historiquement, je pensais pas je pensais pas être dans l'informatique. Ouais. Mais moi, j'ai toujours été un élève moyen. Ok. Donc
D'ailleurs, je pense qu'il n'y a pas eu beaucoup de profs qui auraient parié que j'allais faire une prépa et puis une école d'ingénieur et d'arriver au bout. Mais, mais en tout cas, moi, ce que j'avais envie à l'époque, c'était de travailler de créer des choses, d'inventer des choses. Et puis, je m'étais dit, le monde de l'automobile, ça a l'air cool pour inventer des trucs. Du coup, t'étais parti plus genre en mécanique ou un truc comme ça. J'ai fait beaucoup j'ai fait toutes les portes ouvertes, ouvertes. J'ai fait l'ISEN, l'ICAM, HEI, tout ce qu'on peut imaginer en école d'ingé. Et en fait, c'est le côté, en visitant HEI, il y a eu un vrai côté humain. En fait, la relation que j'avais aux gens, les valeurs aussi qu'on ressentait au travers des échanges avec les autres étudiants. Moi, ça m'a parlé plus que dans les autres écoles. Ouais. Et donc finalement, voilà, c'est comme ça que j'ai atterri à HEI. C'est une question de valeur. En fait, on en revient toujours aux valeurs au final. Ouais, non, c'est clair. Et comment t'as vécu tes 5 années à HEI ? Ça n'a pas été simple parce que la première année, je pense que je devais être avant-dernier de la promo. J'ai un peu trop fait la fête, clairement. J'en connais d'autres, des comme ça. Mais bon, je suis quand même passé en deuxième année. Ouais, aussi, la deuxième année, du coup, ça n'a pas manqué, mais j'ai redoublé. Ce que je considère la meilleure chose qui me soit arrivée dans la vie. Et puis, du coup, là, cette année-là, il se trouve que j'ai eu un prof principal exceptionnel. Et puis, il y a une fille aussi dans l'histoire, vraiment quelqu'un de brillant. Et donc, grâce à ça, en fait, j'ai trouvé une manière de travailler, une manière d'apprendre. Et puis ça va, j'ai fini dans les 6 premiers de promo. Bon, il a fallu que je redouble pour ça, mais n'empêche que quand même, petite victoire. Et puis à partir de là, c'est bon, j'étais lancé. T'étais parti. Ça a toujours bien roulé. Je me suis bien placé dans les autres années. Ça m'a permis de partir à l'étranger en 4e année. Ouais, j'ai vu en Allemagne, c'est ça, du coup ? Non, je suis parti en 5e année, en Allemagne, à l'université de Karlsruhe. Ouais. C'était super cool. J'ai fait 6 mois d'études et après j'ai fait 6 mois de recherche en robotique, en vision artificielle. Ok. Et c'était assez marrant parce que c'est là que ça sert d'avoir fait un parcours généraliste, parce qu'il faut le dire, HEI c'est une école généraliste. Donc on apprend aussi bien le BTP que l'électricité, que la chimie, la résistance des matériaux, l'informatique. Et puis finalement, quand je l'ai fait, il fallait choisir un des 5 domaines. Ouais. Et donc, il se trouve qu'en deuxième année, j'ai fait un stage dans le domaine électrique. Et ça m'a pas plu. Et donc du coup, je me suis dit, je veux pas faire ça. Et puis j'avais un bon pote de maternelle qui lui, pour le coup, était en stage, mais plutôt côté web, informatique. Il m'a montré ce qu'il faisait. Et puis bon, j'étais un petit peu déjà geek sur Et alors, je suis pas jeu vidéo, mais j'ai toujours bien aimé bidouiller des trucs. Et du coup, tu t'es dit, allez, tiens, c'est ça qu'il faut que je fasse. Ouais. Et donc, l'année suivante, j'ai fait un stage là-dedans. Et puis, voilà, c'était parti, quoi. J'ai commencé à faire mes petits sites web. J'ai fait mon blog quand je suis parti en Allemagne. Ça m'a permis de tester des technos. Puis ça m'a aidé à trouver mon premier stage à la sortie. Mon stage d'ingénieur en revenant en France. Parce qu'à l'issue de mon année en Allemagne, j'avais le choix. J'avais des opportunités côté Berlin. Ouais. Et puis moi, finalement, mine de rien, être loin de sa famille, c'est pas facile. Surtout quand des fois il y a des petites complications, donc du coup être loin, ouais, ça rend tout plus compliqué. Si il se passe quoi que ce soit, il me faut 2 jours, 3 jours pour rentrer. Voilà. Et puis finalement, c'était très très bien comme ça. J'ai suivi mon chemin, j'ai trouvé un stage et puis ça a abouti sur mon premier job. Ouais, justement, ton premier job, c'était chez Crealite, c'est ça, du coup ? Ouais, alors c'était pas tout à fait Crealite, parce que... Mais en fait, c'était... à l'époque, c'était l'époque des 3 Suisses. Ouais. Et
donc, au sein du groupe 3SI, il y avait la Cité numérique. Oui. Et donc, quand j'ai commencé à travailler, c'est l'année où la Cité numérique a été scindée en 4 entités. D'accord. Donc, il y a eu effectivement Créalide, c'était la partie web. Après, il y a eu Quai de l'image, c'était toute la partie photographie. Ouais, le troisième, je ne me souviens plus du nom, à vrai dire. Et ils ont créé, avec cette scission, une quatrième entité qu'ils ont appelée Priade. Et donc, du coup, historiquement, je crois qu'on voulait faire des sites web en 3D. Donc, l'idée, c'était de se balader dans des galeries un peu commerciales. Voilà, c'était sur des technoflash. Et donc, du coup, voilà, j'ai intégré cette entité-là en stage pour faire du dev, du coup, en flash. Ouais. Puis, on était tout un tas de... Puis au final, ça a pivoté. On est parti sur des questions d'affichage dynamique, donc pilotage d'écran à distance via... Ouais. Et puis de fil en aiguille, en fait, toute cette technologie, Créalide, je pense qu'ils ont cherché à le revendre. Ça a intéressé un groupe. Et puis finalement, voilà, on a tout fusionné. Enfin, on a été racheté. Tout a été fusionné sur la bannière Créalide. Et puis c'était l'époque où c'était l'époque du e-commerce. C'est comme le début. C'était les premiers smartphones, la sortie de l'iPhone. Exact. Clairement. Donc des premières apps iOS qu'on a faites. Et puis quasiment 1 ou 2 ans après, on a commencé à faire des apps Android. Et puis voilà, du coup, le digital au sens large. Je suis resté là 6 ans. J'ai fait du dev, j'ai fait de la gestion de projet. D'accord. J'ai fait de la conception. C'était très riche. Et qu'est-ce qui fait qu'après, au bout de 6 ans, tu veux changer ? Qu'est-ce que... Bon, je me voyais plus évoluer, en fait. J'avais besoin d'aller plus loin, et à la fois en termes de compétences, de management. Et j'ai toujours eu finalement peut-être un esprit intrapreneur. Enfin, quand j'ai quitté Créalide, je me suis mis freelance. Et du coup, j'ai continué à travailler avec eux, travailler avec d'autres. C'était vachement bien. Mais j'ai vite arrêté. Ouais, t'as fait quoi, même pas un an, 7-8 mois, un truc comme ça. Ouais. C'était vraiment court. Et, il me manquait vraiment l'esprit d'équipe. C'était travailler de chez soi, finalement. Finalement, c'est comme un peu le full télétravail. Ouais. Moi, j'aime pas du tout le full télétravail, en vrai. Non, mais c'est bien les interactions avec les autres aussi, quand même. Ouais. Donc, du coup, je me suis dit, je vais repartir en salariat. Et puis, le jour où j'en aurai une opportunité, la bonne idée aussi, et la bonne équipe, je recréerai. Ouais. Finalement, c'est arrivé. Il a fallu attendre un petit peu. Mais entre deux, j'ai eu d'autres vies digitales. Du coup... T'es passé par quoi ? Il y a Wax Interactive. Ouais, Wax Interactive qui est... alors, je pense que la marque n'existe plus, mais c'était la partie agency de SQLI. C'est une ESN de 3500 personnes. Ils avaient racheté une agence sur la métropole lilloise. Et du coup, c'est une agence de 25 personnes, vraiment, avec une vraie spécialité autour de l'e-commerce. Super intéressant. Un pôle graphisme, un pôle développeur et un pôle tout ce qui est référencement, analytics. C'était une belle boîte, et le fait d'intégrer, du coup on a vécu le rachat. Moi je suis arrivé avec le rachat. À la base, je devais m'occuper de monter toute une équipe à l'offshore. Ouais. Finalement, ça s'est jamais fait. Elle était un peu... Alors quand on arrive dans une boîte qui est rachetée, c'est un peu chaotique. Et du coup, rapidement, il a fallu rapidement que je prenne en autonomie. Parce que forcément, quand on arrive dans une boîte qui est rachetée, il y a des arrivées, il y a des départs. Là, pour le coup, il y avait beaucoup de départs quand même. Et à tel point qu'à un moment donné, il n'y avait plus de patron, il n'y avait plus de CTO, il n'y avait plus rien. Donc du coup, en fait, il y avait quelqu'un qui pilotait depuis Paris, et puis quelques relais en local au final. En local, et rapidement, en fait, je fais partie de ces relais. Et donc du coup, c'était une belle expérience, parce que
au fur et à mesure, ça s'est structuré. On a mis en place des process, des process groupes. C'est là où c'était intéressant aussi de passer de l'agence où on est 20 personnes finalement à une agence où on en est toujours 20, mais on doit rentrer dans des process qui permettent ensuite de grandir, de travailler avec d'autres BU du groupe, certaines à l'étranger, certaines en France. Et donc du coup, je suis resté là pendant 2 ans. J'avais une sorte de rôle hybride entre un peu directeur des opérations, directeur technique. C'était vachement intéressant. Je travaillais beaucoup sur les avant-ventes, sur la partie encadrement et pilotage des projets. Et puis derrière, tout ce qui est suivi de coûts. Enfin, c'était vachement bien. C'était très, très, très formateur. Et puis, par contre, dans l'histoire, ça s'est jamais vraiment remis, je pense, de tous les départs, etc. Il y a eu... ça a été assez compliqué et au bout de 2 ans il y a eu une nouvelle vague de départ en fait et je suis parti aussi en même temps. J'ai été débauché par un groupe anglais qui s'appelle Seven Digital, qui là on en vient au monde de la musique. Oui, j'allais dire c'est là où il y a donc alors Seven Digital, ils font ce qu'on appelle une API. Donc une API, alors c'est un terme un peu technique, mais faut voir ça comme des tuyaux sur Internet. Et d'un côté du tuyau, on va poser une question, et puis de l'autre côté, ça va répondre. Et donc d'un côté, il y a les applications, comme un site web, une application mobile. Donc l'application, le site web, il pose une question dans le tuyau, et puis de l'autre côté, on a une base de données. Et cette base de données, par exemple, c'est le catalogue de musique des majors, qui va être d'abord ingéré. On reçoit toutes ces données et puis on met tout ça dans une base, et puis on a ce qu'on appelle des web services qui vont venir écouter la question, et puis il y a une intelligence qui est codée et qui va aller chercher dans la base de données la réponse et la renvoyer à l'app. C'est pas mal comme manière d'écrire une API. J'avais jamais pensé à ça. Je crois que je vais le réutiliser. Et donc du coup, Seven, ils font ça en fait. Ils récupèrent tous les catalogues des majors. Oui. Ils ingèrent tout ça, et derrière ils gèrent aussi les aspects contractuels, parce que quand on est une plateforme, qu'on veut lancer une plateforme de streaming, il faut qu'on achète les droits sur le catalogue. Donc c'est des choses qui se négocient avec ensuite les prix d'abonnement, etc. Et puis une fois que le client il a son contrat, on peut commencer à diffuser, créer l'application, et puis derrière on vient gérer tout ce qui est reporting. Nous en France on fait du reporting à la SACEM. Oui, maintenant, pour les droits d'auteur, etc. Ouais. Quoi. Ouais. Et maintenant, si c'est une app qui est internationale, en fait il faut aller reporter aux différentes instances de chaque pays. D'accord. Et donc du coup c'était top. Moi j'ai pris la tête de l'équipe à Lille. Donc Seven, à l'époque il y avait 300 et quelques personnes. Ouais. Et donc j'avais 12 personnes à Lille. Donc les Anglais nous appelaient la A-Team, en référence à l'agence Tourisque. En gros, dès que quelque part dans le groupe ils savaient pas faire, ça a débarqué chez nous. Et on a travaillé sur des projets vachement cool pour Warner, pour Universal, pour un producteur complètement fou des États-Unis, sur une app. C'était vachement intéressant. C'était une technologie assez futuriste qui devait potentiellement remplacer le MP3. Finalement, ça n'a jamais pris, mais on a travaillé vraiment sur des choses super intéressantes, sur la métadonnée, tout ce qui est intégration de paroles. C'était que des apps de musique faites sur mesure. Et ça a duré 2 ans. Oui. Et donc Seven, c'est une boîte qui grandit par croissance externe, majoritairement. Et puis il y a une croissance externe qui s'est mal passée. Ils ont mal calculé leurs coûts. Il y a surtout des coûts qu'ils n'ont pas vus, en fait. Oui. Des coûts à plusieurs millions. Et donc du coup, plan social, fermeture il y avait l'Ukraine, fermeture de l'Allemagne, fermeture de la France, des Pays-Bas, d'une des agences aux US,
Et puis finalement, aujourd'hui, il reste Londres. Il y a un petit bureau à Manchester. Et puis encore un bureau à Los Angeles. Et je pense qu'ils sont... Je sais pas combien ils sont aujourd'hui, mais en tout cas, voilà, ils sont beaucoup moins qu'avant. Et c'est à ce moment-là où j'ai créé BCD. Voilà. Du coup, avec des développeurs avec lesquels tu bossais chez Seven ou que tu avais rencontré déjà avant? Avec une partie de l'équipe, effectivement. D'accord. Alors sur les 12 personnes, j'ai pas pu garder tout le monde. Ils m'ont commencé à 12. Après, il faut rentrer le CA, quoi. Ouais, c'est clair. Mais on a commencé à 5. Moi, j'avais plutôt bien travaillé mon sujet. Déjà, réfléchir à qu'est-ce que j'avais envie de faire. Moi, ce que je voulais faire, c'était vraiment une agence de développement, mais avec du sens. D'avoir une sorte d'impact. Et notamment sur la manière de travailler, en fait. Alors aujourd'hui, on a de l'impact autrement. Ça, je ne l'avais pas imaginé au moment de créer. Mais je voulais déjà travailler différemment. Vraiment... que ce soit un esprit d'équipe collaboratif. C'est un truc que j'ai retenu des expériences passées, c'est que moi finalement j'ai toujours représenté la production. Et il y a toute la partie vente dans laquelle j'étais impliqué, mais mine de rien on reste le technicien dans le truc de la vente. Et, oui, c'était pas toi qui vendais. On se sent un peu dévalorisé, on ne maîtrise pas ce qui est vendu, on n'a pas vraiment notre avis à dire. C'est tiens, chiffre-moi ce truc-là. Oui. Alors je dis pas, il y a toujours un moment dans un projet digital où faut chiffrer ça, parce que c'est ça qu'on doit faire. Oui, c'est sûr. Mais en avant-vente, les choses elles sont jamais claires. Et moi j'ai connu beaucoup de projets où ce qui est vendu, c'est pas du tout ce qui est fait à la fin. Oui. Donc dans la méthodologie des projets, il y a aussi quelques choses à changer. Il y a faut réussir à plus impliquer le client. Donc pour ça, il y a des méthodes. On parle beaucoup. La méthode agile, c'est super entre guillemets à la mode. Mais tous les clients sont pas faits non plus pour la méthode agile. Donc c'est comment est-ce qu'on met le curseur, en fait, et comment est-ce qu'on crée une méthode pour faire en sorte que les projets se passent bien, que tous ceux qui vont produire, ou une partie de ceux qui vont produire, en tout cas, soient présents dès le début, en fait. Voilà, puisse s'imprégner des idées du client, de son envie, de sa vision aussi, et pas juste à un moment donné recevoir une tâche et faut faire cet écran-là. Alors je dis pas qu'on le fait tout le temps bien chez BCD, mais en tout cas on essaye de le faire différemment. Et chaque avant-vente chez nous, c'est des ateliers de conception qui en général ont plutôt lieu pendant le projet, mais nous on aime vraiment le faire avant. Donc c'est un peu en mode idéation. Voilà. Ok. On a une salle d'idéation de 120 mètres carrés qui est vraiment dédiée à ça. Donc l'idée c'est de pouvoir écrire sur les murs, d'être bien installé, d'avoir tout dans la salle. Et ça marche bien. Ça marche bien. Et puis souvent nous on n'aime pas travailler avec un cahier des charges. En fait. Ça nous arrange bien que le client n'ait pas son cahier des charges, mais on va vraiment réfléchir ensemble, trouver des idées. Peut-être que de toute façon s'ils avaient écrit leur cahier des charges, ils n'auraient jamais eu l'idée. Ah oui, ils auraient été trop dans un cadre et d'accord. Donc du coup voilà, on a cette méthode là, et puis une fois qu'on a trouvé à peu près un périmètre général, on commence à macro-chiffrer, ce qui permet ensuite de réaffiner par rapport au délai, au coût, et de définir un périmètre final. Puis ensuite, selon le projet, soit on repart par contre sur la méthode classique, ce qu'on appelle le cycle en V. Donc on a une phase de redéfinition, on est sûr qu'on a bien tout rebalayé, puis production, test, etc. Voilà, on fait aussi, on fait un peu d'agilité pure, donc vraiment avec des clients qui sont structurés qui ont les postes en interne, notamment les postes de product owner, qui est vraiment quelqu'un qui connaît le digital, qui connaît le besoin métier, le besoin technique, donc il va savoir exprimer ça de façon claire. Et puis après, on a une méthodologie un peu hybride où ça peut varier au fil du projet, mais le tout, c'est qu'il faut que ça reste dans un cadre. En fait, il y a les règles du jeu,
Et puis on adapte, le but c'est que ça se passe le mieux possible. Et en général ça se passe bien, c'est cool. Et ce qui est l'un des points vraiment qui est... Moi j'ai eu des projets, notamment quand je travaillais chez Wax, où il y avait plus de temps de ce qu'on appelle la recette. Donc c'est après qu'on ait livré le client la première fois, on commence la recette. Donc la recette, c'est tester le fait que l'application elle est conforme au cahier des charges. Donc il y a à la fois les bugs, mais il y a aussi le fonctionnel. Tel bouton il n'est pas à la bonne place, ou il n'a pas la bonne taille, ou ce genre de choses. La bonne couleur, ou je sais pas quoi. Bon, ça arrive toujours. De toute façon, il n'y a aucun projet informatique qui n'a pas de bug. Donc, même après d'être lancé, les choses, ça vit. C'est un truc qu'il faut maintenir, qu'il faut soigner. Mais j'ai eu des projets quand même où, pour un mois de développement, il y avait 3 mois de recettes. Parce que, en fait, on nous donne, nous, un cahier des charges. Et puis, derrière, même si c'est retravaillé, au final, quand le client il l'a dans les mains, il se dit, en fait, c'est pas ça que j'avais en tête, quoi. Et là, faut tout refaire, faut passer du temps, il faut revoir les contrats, évaluer la différence, etc. Enfin, c'est du temps perdu pour tout le monde. Et avec la méthode que nous on applique, ce qu'on observe, c'est effectivement, on passe beaucoup de temps en avant-vente. Alors si on va pas au bout de l'avant-vente, voilà, on a perdu du temps. Entre guillemets, c'est jamais perdant de passer du temps avec des prospects, des clients, d'échanger, d'imaginer des choses. Mais en tout cas, une fois que le projet est lancé, qu'on le livre, voilà, les phases de recette, elles sont beaucoup plus courtes. On est sur de la correction de bugs, mais on n'est pas forcément sur la correction de fonctionnel lourd qui va changer tout le périmètre. Voilà. D'une manière générale, on arrive mieux à tenir les délais aussi. Donc voilà, plutôt content, parce que finalement on implique les équipes, on implique le client, les gens se parlent, puis tous ensemble ils créent de la valeur, une vraie valeur en fait. Et comment toi t'as vécu le fait de passer du statut de salarié à celui d'entrepreneur, même si vous étiez 5, t'as pas entrepris tout seul, c'est pas pareil. Justement, tu voulais pas, après ton expérience de freelance, tu voulais plutôt être en équipe. Comment vous vous organisez, enfin comment ça marche? Ça, je pense que je vais pas dire de conneries en disant qu'on est tous d'accord pour dire que c'est moi le patron. Voilà, eux, quand à la base, j'aurais pu. Ça aussi, c'est un point fort. Des valeurs sur lesquelles ont été créées cette boîte finalement. Parce que j'aurais pu ne pas les associer. Juste leur dire, je sauvegarde votre emploi en fait. Et par contre, ce projet, sans eux, sans leurs compétences, ils ont une valeur, ils apportent quelque chose. Et donc du coup, je trouvais ça important qu'ils puissent avoir des parts de la boîte tout de suite. Donc du coup, voilà, on s'est associés sur... Et c'est bien parce que on a co-construit ce truc-là. Et d'une certaine manière, le fait d'être associé, alors c'est un peu moins vrai maintenant parce que la boîte est plus grosse. Aujourd'hui, on va être... Au mois de juin, on sera 23, 22, dans le genre. En tout cas, à la date, on est 20. Au 16 mai, on sera 20. Et donc, mais le but, c'était vraiment de construire les choses et de se dire, ok, en tant que salarié, qu'est-ce que nous, on aimerait comme boîte, et pas d'avoir une vision de un truc descendant. Et aujourd'hui, on retrouve quand même alors c'est beaucoup plus compliqué à 20, mais j'essaye quand même d'être le plus transparent possible, de partager le plus d'informations possible. Parfois, je sais que je le fais pas bien parce qu'on a moins le temps. Mais en tout cas, c'est l'objectif. Et puis, on a une sorte de codir, mais maintenant, on commence à être beaucoup autour de cette table. Mais ça représente bien aussi le fait qu'on décide beaucoup de choses ensemble. C'est
c'est une question de posture, enfin, plutôt être... bon, j'ai décidé, j'ai tranché, enfin, ça, il n'y a pas de souci. Quand il faut être le patron, il faut être le patron. Mais moi, j'aime bien quand ça vient des équipes, leur laisser la latitude de choisir les choses. Parce que c'est comme ça qu'on grandit, en fait. Voilà. Bon, même si on a un peu... faut avoir la posture de père, mais pas de papa poule, quoi. Parfois, je peux l'avoir aussi, mais je dis pas. Et du coup, mais comment est-ce que parce que j'étais en train de me dire, j'ai peut-être pas répondu à la question, en fait. Si, t'as répondu, mais du coup, oui, et finalement, l'organisation, c'est qu'ils sont tes associés, ceux du départ, mais que, en fait, c'est quand même toi qui a pris la fonction, on va dire, de dirigeant vis-à-vis de l'extérieur, quoi. Enfin, en tout cas. Oui. Et puis, ils n'avaient pas spécialement envie de... Ouais, puis j'allais dire, c'est pas un truc que tout le monde a envie de faire non plus, quoi. Enfin, c'est quand même une fonction qui est pas toujours hyper confortable. Non, moi aussi, il y a des matins, je me dis, merde, pourquoi t'as fait ça, quoi. Il y a quand même ça, enfin... Et puis, mine de rien, enfin, c'est vrai j'ai quand même une charge, une pression que finalement eux n'ont pas. Voilà, c'est les cautions bancaires. Ouais, j'allais dire ça, les responsabilités et tout à gérer. Oui. Je pense que heureusement la boîte va bien. Mais bon, à mon avis, si un jour ça se passe pas bien, il doit plus me rester grand chose à la fin, quoi. Je suis même pas sûr d'avoir encore une maison, quoi. Mais... ça va bien se passer. Mais et puis et puis derrière, c'est vrai que il y a tous les aspects de trésorerie, etc. Finalement, ça, c'est des trucs que je porte beaucoup seul. C'est des éléments qui vont être stressants. Enfin, surtout maintenant que, enfin, à 20 familles derrière. Oui, l'impact est plus le même. C'est clair. Bon, déjà à 10, je me disais déjà ça. Puis il y a quand même eu, vous avez lancé Peter Koldev en 2018, donc au milieu il y a quand même eu un truc qui s'appelle le Covid. Le Covid, ouais. Après, il faut dire on a quand même beaucoup de chance, parce que c'est un truc que j'ai pas dit, mais dans l'histoire de la création, donc, moi j'ai d'abord, je pense que pendant 6 mois, j'ai porté le projet tout seul, sans un peu rien dire à personne, ou pas grand monde. Et pourquoi ? Parce que tu voulais voir ce que ça donnait, tu voulais tâter un peu le terrain, c'était... Je me suis... je commençais à récupérer quand même... Bon, ça va, j'avais quand même un poste chez Seven où j'avais accès à des informations, ce qui m'a permis de construire mon BP, etc. Et puis, on avait quand même des clients en France, et il y a eu un moment dans le processus, de tout le processus de plan social, où Seven Digital a annoncé aux clients qu'il y a tout un pendant de l'activité, ils allaient plus faire. Du coup, ils allaient plus être leurs clients. Notamment ce qu'on faisait à Lille. Donc tous les clients qu'on avait à Lille, non, on fera plus, en fait. Voilà, et on ferme. Et dans ces clients, nous, il y avait Universal. Et moi, j'avais noué une bonne relation avec Universal. Qui n'est pas un petit client quand même, pas un petit groupe. Puis ils ont avec des beaux projets, notamment un projet qui s'appelle Dixter. C'est un projet d'application musicale pour penser pour l'Afrique, enfin, en tout cas le continent africain. Donc avec vraiment penser pour les usages. On avait aussi différents projets. On a le projet La Poste Musique, qui est une sorte de Deezer-like pour les abonnés La Poste Mobile. Puis des opérations un peu plus marketing. On avait fait des opérations pour Coca-Cola, pour Carrefour, Burger King, où là on récupère un code qu'on va pouvoir venir mettre dans une app de musique chartée à la marque, et on a pendant 1 mois accès à X playlists, par exemple, de contenu. Et donc du coup, avant d'en parler à l'équipe, j'ai d'abord été voir Universal. Et on a fait... ils ont été cool, on a étudié différents scénarios, dont le scénario qu'on puisse avoir une équipe absorbée. Enfin, vraiment, on a été un peu au bout des choses.
Et finalement, voilà, moi j'aurais dit, de toute façon, moi, ce que je veux, c'est quand même créer une boîte. Enfin, j'ai une vision, il y a la musique, le sens, vraiment, j'ai envie de faire quelque chose. Ouais, finalement, tu dis c'était l'opportunité, idée, quoi. Ouais. Et puis voilà, ils ont suivi, on s'est tapé dans la main, à l'ancienne. Et on s'est fait confiance mutuellement. C'est vachement bien de pouvoir, avec un grand groupe comme ça, d'avoir ce genre de relation. Et puis c'était parti. Globalement, ils m'ont fait mon salaire pour l'année en se tapant dans la main comme ça. Donc, ce qui est très confortable pour démarrer une activité. Parce que finalement, oui, ils ont fait 92% du CA de la première année. Ouais. Du coup, t'avais une sécurité, on va dire, pour te lancer, t'étais pas sans rien, quoi. Ouais, j'étais pas sans rien. Et puis derrière, voilà, après j'ai bien été conseillé. Enfin, après avoir vu Universal, moi, j'ai travaillé mon BP, etc. Je l'ai challengé avec d'autres entrepreneurs. Ça a été un truc très important, enfin, dans tout mon parcours entrepreneurial, de toujours être entouré d'autres entrepreneurs. Et ça se retrouve après dans la suite d'ailleurs du parcours. Mais si je commence à expliquer ça, on va trop dériver. Et du coup, à côté, tu donnes aussi des cours aussi. Ah oui. Mais donc du coup, pour finir, j'ai tout bien ficelé le projet. Une fois que c'était à peu près prêt, je l'ai challengé auprès de la CCI. Ouais. Ils m'ont donné d'autres conseils. Des conseils justement relatifs à la banque, etc. Des trucs que j'avais pas forcément envisagé. Et puis du coup, je suis allé voir les banques. Du coup, j'ai atterri aussi ici, tu vois. Et très, très content. Et c'est bien, ils ont aussi accompagné, ils ont cru au projet. Et donc, c'est vrai qu'on entend beaucoup de start-upers, mais ils parlent tout de suite de levée de fonds, etc. Mais d'abord, en fait, avec le recul, effectivement, il faut d'abord aller voir sa banque. C'est son premier interlocuteur. Et qui va être un peu utile sur pas mal de choses du quotidien de l'entreprise. Et donc, du coup, une fois que j'étais quand même certain de mon coup, j'en ai parlé à l'équipe, sans d'abord parler d'association, juste pour voir. C'était important de le faire en 2 étapes. Et puis finalement, je leur ai dit, écoutez, ce serait cool qu'on s'associe quand même. Et du coup, ils ont dit quoi ? Ils ont dit oui. Ouais. Ça les a surpris ou ils s'y attendaient un peu ou pas trop ? Je pense pas. En fait, j'en sais rien, pour le coup. Peut-être que je me souviens plus bien. Mais je pense pas qu'ils s'y attendaient, non. Je pense pas qu'ils s'y attendaient. Alors, il y a plein de monde, il m'a dit, qui m'ont dit, c'est super compliqué ce que tu fais, t'associes tout de suite 4 salariés, en plus, moi j'avais 52, et puis après c'était chacun 12. Donc, ils se disent, c'est quand même, en termes de montage, il y a plus simple, quoi. C'est sûr, mais si toi tu les considères comme les piliers en fait de ton entreprise. Aujourd'hui, c'est un truc, moi je ne regrette pas, et ça fait partie du socle fondamental de la boîte. La valeur humaine, elle est super importante. Et la structuration de notre capital, elle est représentative de ça, en fait. Donc, et puis voilà, on a construit tout ça ensemble. Ils apportent aussi leur technicité et en même temps le regard du terrain qu'aujourd'hui j'ai plus forcément. À 20, il y a d'autres strates dans l'entreprise et il y a des choses que je ne veux pas voir ou je suis moins dans l'opérationnel. Et ça permet quand même de garder les pieds sur terre, en fait, tout simplement. Bah oui, tout à fait. Et tu parlais du coup de l'accompagnement. Je trouve que c'est toujours super intéressant. Tu vois, qu'est-ce que tu avais à tes côtés ? Donc tu parlais de la CCI, peut-être d'autres entrepreneurs aussi. J'ai eu Jean-Luc Biolay de Music Story, donc vraiment sur la partie musique. Lui, il a tout de suite vu l'intérêt. Globalement, dans Seven, ils ont 4 concurrents dans le monde. Et ils ont tous les acteurs de la musique qui font ce genre de produits, comme nous on peut faire. C'est tous des produits sur étagère. Et nous, on arrive avec le positionnement, on fait du produit sur mesure.
Et donc du coup, avec un positionnement un peu ESN. Ouais. Et lui, il a tout de suite vu l'intérêt. Il a dit, mais il n'y a personne dans le monde qui a ce positionnement-là. Enfin, il faut y aller. Enfin, ça fait carrément du sens. Et derrière, enfin, c'est une référence en termes de musique, de technique. Enfin, donc ça a été très enrichissant. Après, il y a eu Xavier Martin, c'est un DAF externalisé, enfin, avec vraiment une seniorité d'un point de vue financier. Ça a beaucoup aidé aussi à s'assurer que le BP était bon. Et mine de rien, on a fait du bon boulot, hein, parce que les 2 premières années, elles étaient bonnes. Et quand on dit quand même ça, un BP qui est bon, c'est pas fréquent. Non, c'est rare. Un BP respecté ou un BP dépassé, c'est rare. En plus, on l'a dépassé pour le coup. Parce qu'on a fait en 2 ans ce qu'on avait prévu dans le BP en 5. Ah oui, non. Ouais. Bon, du coup, peut-être que la vision n'était pas suffisamment ambitieuse, mais T'es peut-être pragmatique, en tout cas. Ouais. Après, c'est pas toujours facile, en fait. Tu vois, je trouve que estimer un business, un développement et des attentes du marché. Enfin, tu vois, je trouve que c'est pas. Moi, j'ai beaucoup analysé, tu vois, des business plans dans mon travail, mais le faire, tu vois, te poser la question de c'est quoi ton marché, qu'est-ce que tu vas aller chercher, comment les moyens que tu vas mettre en face pour atteindre un chiffre d'affaires, un niveau de rentabilité et tout, c'est quand même pas évident à construire, quoi. Non, c'est clair. Puis le plus dur, c'est de savoir, enfin, à qui tu vas vendre ton truc. Bah ouais. C'est qui tes clients, c'est qui ta cible. C'était une vraie problématique au début, quand on a un client unique où le CR est un peu assuré, c'est quand même confort. Mais quand il faut aller chercher du business ailleurs, on a eu vite une réputation. Ça, c'est un truc qui m'a toujours assez étonné. Encore aujourd'hui, enfin, on a au bout de 3 ans, on a 0% de notre business qui provient de la prospection. Ouais, les gens viennent à vous, en fait. C'est que de la recommandation. Nos clients qui nous reconfient plus de périmètres ou qui nous recommandent. Alors ça aussi, ça c'est incroyable, la part de nos clients qui nous recommandent à d'autres prospects qui deviennent ensuite clients. C'est super, ça montre la qualité de notre travail. Et je sais plus pourquoi je dis ça, mais parce que c'est pas facile. Ouais, de construire les et donc budgets du coup, et tout. assez rapidement, il se trouve que lors d'une avant-vente, j'ai rencontré Benoît, qui est aujourd'hui le directeur adjoint de BCD. Et puis ça a bien fité. Lui, son truc, c'est le commerce, la stratégie, tous ces aspects-là. Et du coup, vous étiez bien complémentaires ensemble. Ouais. Et il a commencé d'abord il se trouvait qu'il était consultant à l'époque. Il travaillait pour lui. Il était quelques jours à la Pleine Image, qui est un écosystème que j'adore. Et puis il avait encore une petite journée par semaine de dispo. Donc je lui ai dit, allez, vas-y, on bosse ensemble. Faut m'aider là. Et puis voilà, on a travaillé comme ça pendant 6 mois, je pense. Et puis je lui ai dit, écoute, tu veux pas rejoindre l'aventure là, en salarié? Et puis voilà, il l'a fait. Et donc, alors c'était pas le premier salarié au final, parce qu'on avait pris Margot en alternance en développement. Donc c'était notre première salariée après nous 5. Et puis après il y a eu Benoît. Donc déjà en 1 an on était déjà 2 de plus, c'était pas mal. Ouais, carrément. Et donc là on arrive, c'est quoi comme année ça? 2020 en fait. Mais ouais. Ouais, Benoît, finalement Benoît est arrivé juste avant peut-être le Covid. Il est arrivé juste avant le Covid, on s'est arrivé. Et puis pendant le Covid, on a continué à grandir. Il y a eu Marjo qui est arrivée, il y a eu Vanessa. Et, pas mal. Ce qui a été cool, c'est qu'on a beaucoup de femmes. Ça, c'est un truc sur lequel je suis assez. J'essaie d'être vigilant, en tout cas de promouvoir ça. Ouais, c'est que c'est un milieu où il n'y a pas moins de femmes que d'hommes. Et déjà. ça apporte une créativité, une autre manière de voir les choses.
Et 2020 aussi, ça a été l'année où on a embauché que des reconversions professionnelles, soit par choix, soit à l'issue d'une période de chômage assez longue. Donc on reste toujours dans l'humain, donner la chance et voilà, faire grandir les gens. C'est pas le plus simple des choix, parce que aujourd'hui, pour être développeur, il y a beaucoup de formations accélérées. On peut devenir développeur en 3 mois, mais des fois, faut être aussi câblé pour ça. Ouais. Voilà, si on arrive avec une certaine, mais il y a dans d'autres cas, c'est pas si simple que ça. Il faut quand même apprendre le métier, etc. Je pense que, en tout cas, c'est à l'issue de ça, il faut continuer à former les gens. Ça prend du temps. Il faut continuer à croire en leur potentiel. En fait, c'est ça, on recrute sur un potentiel. De se dire, ok, cette personne, elle est capable de grandir, de voir sur quelques entretiens comment elle va être la personne dans 3 ans, dans 4 ans. Ouais, c'est pas évident. Hein. Non, mais aujourd'hui, c'est des choix que je regrette pas. C'est ce qui fait la richesse de cette boîte, en fait. Et donc, du coup, voilà, on a continué comme ça. Mine de rien, 2020, ça a été pas mal. Hein. On avait fait... on a fait quoi? Parce que la première année, 600, on a fait une belle croissance. Et puis après, là, on en a plus... c'était difficile, c'était 2021. Et pourquoi, du coup? Un gros revers... milieu 2021, où il y avait des commandes qui devaient arriver. Et puis finalement, mois de mai, je pense que mois de mai, c'était les bilans, les résultats, les décisions. Et entre juin et juillet, on a 500 000 € de commandes qui ont disparu. Donc, sur un objectif à 1,5 million, au milieu de l'année, ça pique un peu. Et donc là, ouais, ça a été dur. Quand c'est comme ça, comment on fait? Tu vois, on fait comme les autres, ils ont fait. On a été chercher les PGE. Ouais, non, mais bien sûr, mais après, accepter les PGE, mais du coup, ça veut dire que quoi? Tu dois aller chercher du chiffre d'affaires autrement? Ouais, là, c'est des périodes où... Parce que finalement, globalement, nous, on met à peu près entre 6 et 9 mois pour signer une affaire. Et là, quand on n'a pas le temps de trop se retourner, on va chercher plein de petits trucs, en fait, faciles à signer, qui prennent... en soi, individuellement, ça prend pas beaucoup de temps. Mais en fait, comme il faut aller en chercher plein, la somme de tout, c'est énormément de temps. Mais voilà, on a quand même fait une année... une année de croissance, mine de rien. Ouais. On a quand même fait 15% de croissance, alors que c'est une mauvaise année. Donc, c'est assez paradoxal de dire ça. Après, la rentabilité, elle est pas là, mais c'est pas grave. Parce que derrière, c'est du chiffre d'affaires, ça se décale sur 2020, sur 2022. Là, cette année, on va faire sûrement entre plus 60 et plus 80%. C'est juste dingue, en fait. Et donc voilà, on suit notre cap. Forcément, là, ça s'est passé aussi par une levée de fonds pour se donner les moyens de continuer, à embaucher, de suivre le plan. On a structuré l'équipe, on a rembauché des personnes aussi plus seniors. On a créé un pôle design. Voilà, c'est vraiment, ça devient. Il y a un pôle commerce maintenant. Ça devient c'est plus la petite agence avec que des devs. C'est une vraie boîte avec différents organes. C'est cool. Et du coup, tu as été accompagné, je pense, à des réseaux, genre Réseau Entreprendre, ou des gens comme ça. Tu vois, je sais pas trop. Chacun se tourne aussi vers différents partenaires. Il y a eu Au-Défi, en décembre 2019. Donc Au-Défi, c'est une structure qui accompagne les startups innovantes portées par la CCI, la MEL, la région.
Voilà, c'est, Ouais, ils font un super boulot, en tout cas, sur donc, sur derrière, l'île. voilà, en contrepartie, il faut quand même créer de l'emploi. C'est quand même le but, c'est de favoriser d'aider les créateurs d'emploi. Donc ça passe par du prêt d'honneur. Donc c'est des prêts qui sont faits à titre personnel, mais sur lesquels il n'y a pas de garantie. Voilà, par exemple, sur ce genre de prêt, on ne va pas me prendre ma maison. C'est pas mal. Voilà. Et puis bon, ça c'est une partie, c'est sûr que ça aide. Enfin moi, grâce à ça, j'ai embauché 2 personnes. C'est top, ça m'a permis de prendre, je dis pas le risque, mais en tout cas d'embaucher les personnes que j'avais envie d'embaucher en fait. Et puis ce qui n'a pas de prix, c'est l'accompagnement en fait. Pendant 2-3 ans, on a un accompagnateur qu'on va voir autant de fois qu'on a besoin et autant de fois qu'il est disponible. Mais voilà, quelqu'un qui a du bagage, qui a lui-même été entrepreneur ou intrapreneur. Et donc du coup avec une autre vision. Moi c'est Christian Vigneault qui est directeur des opérations internationales chez Kiloutou. Donc c'est super intéressant parce qu'il s'occupe de tout ce qui est croissance externe, etc. Il y a plein d'enjeux. Et il y a eu pendant vachement longtemps, enfin l'international c'était une vraie cible pour moi, ça l'est beaucoup moins aujourd'hui. Mais parce que j'avais une vision musique pure au début. Oui. Donc je m'étais dit il va falloir très vite que j'aille au UK et aux US. Et après il y a eu début 2020 pendant le Covid du coup, Réseau Entreprendre. Oui. Donc alors là c'était super enrichissant aussi parce qu'il y a tout un processus avant de pouvoir passer en comité qui est de rencontrer des entrepreneurs. De mémoire c'est 5. Alors, ouais, j'ai tellement kiffé ça que j'en ai rencontré 10. Où on a un effet miroir, ils viennent challenger sur la vision, les aspects commerciaux, financiers, l'équipe, le RH. Enfin, voilà, c'est en fait finalement on vient rencontrer des entrepreneurs ou des RH ou des DRH, enfin, il y a vraiment tous les métiers, c'est la force d'un réseau en fait. Bah oui. Et puis ça permet de venir se challenger, de changer sa vision, de partager. Et donc du coup suite aux 10, ils ont dit ouais, ça peut être cool qu'ils passent en comité. Je suis passé en comité et puis voilà, j'ai été reçu aussi. C'était quoi, lauréat 2021, 2020 ouais, 2020. Ok. On n'a pas eu la chance d'aller sur scène au gala pour recevoir Et notre oui, petit trophée, c'est vrai. Mais après voilà, c'est pas ce qui est important. Là, l'accompagnement aussi. Franchement, c'est vrai que ce soit au défi ou que ce soit réseau, je retiens absolument pas l'argent au final. C'est vraiment l'accompagnement, les formations qu'on peut avoir, les échanges avec les autres lauréats. Voilà, on vient grandir tous ensemble. Chez Réseau, c'est Vincent Berg, le dirigeant d'Adix, c'est un cabinet de conseil en transformation digitale. Qui m'accompagne. Du coup, c'est encore une autre vision et très complémentaire de Christian. Et donc, du coup, voilà, ça permet de venir se challenger au fur et à mesure. Il demande moi, j'ai toujours été fervent partisan des tableaux de bord. Donc, voilà, je suis super rigoureux là-dessus. C'est l'un des trucs que je fais le mieux, je pense, dans ma semaine et que je respecte le mieux. Mais derrière, voilà, le réseau, au défi, on doit envoyer son tableau de bord. Et pour ceux qui ne vont pas être rigoureux, au moins ça les oblige à prendre le pli. Et puis c'est toujours bien d'avoir l'effet miroir, en fait. Il y a les clubs, on se réunit régulièrement. Mine de rien, je trouve que malgré le Covid, dans notre promo, en tout cas dans mon club réseau, il y a une super ambiance. C'est très riche en partage. Non, c'est chouette, ça fait grandir tout le monde. Et puis on vient aussi challenger sa vision, sa stratégie. Cette année, c'était l'année dernière, j'ai présenté ma stratégie, ma vision à 10 ans, tout le plan, comment je pensais y arriver. Et je me posais vraiment la question, est-ce qu'il faut que je fasse une levée de fonds ou pas? C'était avant qu'on ait les 500 000 qui disparaissent. À l'époque, j'en ai pas besoin. Je me suis toujours dit, on va faire grandir la boîte sur
sur fonds propres, sans faire appel à la levée. Et puis finalement, on aurait pu continuer comme ça aussi. Mais il faut voir aussi l'intérêt. Mine de rien, ça nous a... Ça donne un coup de boost aussi, quoi. Ça donne un vrai coup de boost. Et alors, un truc qui est... mine de rien, on parle souvent des fonds, etc. Nous, c'est Finorpa qui est rentré au capital. Et moi, avec Adrien qui m'accompagne, j'ai un vrai match. C'est pas juste quelqu'un qui vient mettre de l'argent. Non, mais c'est un vrai partenaire, quoi. C'est un vrai partenaire qui vient. Je l'appelle, une problématique. Voilà, j'ai aussi l'effet miroir avec eux. C'est super intéressant. Ça, j'avais pas imaginé ça comme ça au début. Et puis, oui, grâce à ça, on a vraiment mis. Tout à l'heure, je parlais de la prospection. Avec la levée de fonds, on a injecté tout l'argent justement dans le fait d'aller prospecter, d'aller chercher du business ailleurs. Sous l'ambition, là on a fait 1,1 million en 2021, on va faire 1,8 million cette année a priori, au moins. Et par contre, moi l'ambition c'est que d'ici 2023 ou 2024 on soit à 3 millions. Et cette ambition tout seul, par contre, je sais que j'aurais pas pu l'atteindre, en tout cas pas aussi vite. Voilà. Oui. Et c'est là où il y a l'intérêt. Donc voilà, c'est plutôt cool finalement comme parcours. Ouais, carrément. Et du coup, t'as même le temps, ou tu trouves le temps, tu prends le temps d'aller donner quelques cours à HEI. Je vais donner quelques cours à HEI, ouais. Je fais même plus que donner des cours. Moi, je donne des cours au deuxième semestre des 4e années. Ouais. Et t'accompagnes aussi des projets, c'est ça, les TER, non, ça s'appelle plus comme ça, travaux, je sais plus. Ça s'appelle j'ai les vieux noms. C'est là que tu te dis que tu vieillis. Globalement, je donne cours en programmation mobile. Ouais. En gros, je donne des cours de programmation Android. Donc ça, c'est pas mal, parce que ça me permet aussi de rester un peu sur le terrain et de revenir à mes premiers amours. Et puis c'est super enrichissant, parce que tous les ans j'ai des très bons feedbacks des étudiants, notamment du fait que je viens du terrain en fait. Ouais, c'est clair, c'est cool. Et je viens illustrer toujours, alors parfois mes cours, il y a certains trucs que je leur apprends, mais c'est des technos, ou des usages qui sont plus d'aujourd'hui, mais en fait la techno aujourd'hui elle est tellement complexe que c'est important de savoir comment c'était fait dans le passé pour pouvoir appréhender le présent. Et donc du coup venir mettre tout ça en parallèle avec les usages de maintenant, aussi les différentes phases d'un projet en digital, parce que il y a le développement, mais avant tout le développement il y a toute la phase de création, il y a ce qu'on appelle l'UX, le design des interfaces, la conception. Il faut penser aux choses avant de les faire. Oui, il y a l'expérience utilisateur qui est quand même hyper importante, quoi. Si la personne qui utilise après ton apps ou ton site ou n'importe quoi, en fait c'est pas fluide, c'est pas agréable, t'as raté ton coup, quoi. Il n'y a rien de pire qu'une app sur laquelle un utilisateur n'aura pas envie d'utiliser, quoi. Ouais, oui, c'est clair. Et si on regarde dans les entreprises, si on imagine le déploiement des logiciels pour les entreprises, pourquoi est-ce qu'une nouvelle version elle va pas marcher? C'est parce que même si toutes les fonctionnalités qui ont été demandées elles sont là, mais si elles ont été mal pensées, mal conçues, en fait derrière on va avoir une résistance au changement, parce que mais je retrouve plus mon truc, c'est plus comme avant, parce qu'on n'a pas demandé aussi l'avis des gens avant de le développer. Et c'est le rôle de l'UX, c'est de s'assurer quand même que ce qu'on a imaginé, ça répond aux besoins de l'utilisateur final, quoi. Et pas au chef de projet informatique ou digital. Qui pense que... en fait, c'est ce que lui il pense. C'est ce que vont avoir besoin les gens, mais en fait, non. Donc, du coup, je fais ça. Après, avec ma matière, il y a un projet. C'est un petit projet, c'est un projet de 12 heures, mais ils font des trucs vachement bien quand même. Et puis ensuite, on enchaîne sur un projet de, je crois que c'est 96 heures, où là, ils vont travailler sur le but, c'est de créer un objet connecté et de venir piloter cet objet grâce à une application mobile. Tous les ans, j'ai des trucs super cool. Cette année, j'ai eu un distributeur de croquettes connecté.
J'ai eu un caddie équipé de caméras qui vient filmer l'intérieur du caddie avec une intelligence artificielle. Ça vient en fait envoyer tout le contenu du caddie dans l'application et calculer le panier automatiquement. J'ai eu une borne d'arcade. J'ai eu aussi des voitures télécommandées. C'est canon. J'ai eu le petit train qui dessinait. En fait, c'était vachement bien ça. C'était un petit train qui dessinait. On dessinait un truc sur le téléphone. Et puis après, le train, il venait redessiner les choses par terre. Oh, excellent. Ouais, c'était canon. Enfin, voilà, c'est top parce que finalement, je commence en janvier. Je pense que les premiers cours, ils doivent rien capter à ce que je leur raconte. Et puis, mine de rien, là où je suis content, c'est qu'à la fin de l'année, ils arrivent à faire des trucs super cool comme ça, quoi. Et donc ça fait plaisir. C'est clair. Et du coup, on se sent quand même utile. Mais après, il y a aussi un intérêt. Ça m'aide aussi à identifier des bons profils pour les stages. Et puis des fois, on en embauche quelques-uns aussi. Mm-hmm. Et puis à côté de ça, je fais aussi un club, toujours avec une Junia Alumni, parce que maintenant ça s'appelle Junia, c'est le regroupement de différentes écoles. Et du coup, on fait un club autour du numérique en mouvement. Donc, le but, c'est de venir réunir des gens qui sont plus ou moins proches du digital et de parler d'innovation. Donc, on a parlé de la réalité virtuelle déjà, on a parlé de l'intelligence artificielle, tout ce qui est cybersécurité. Donc, là, le prochain, c'est autour du Green IT. Donc, tout ce qui est conception éco-responsable des applications. Et du coup, c'est des sujets quand même d'actualité. Mais on peut travailler dans le numérique, dans l'informatique, dans le digital et être assez éloigné quand même de tout ça. Oui. Si je suis ingénieur dans l'industrie automobile, par exemple, je vais peut-être jamais avoir besoin de ces notions. Ou, en tout cas, je suis dans des process très industriels. Sur des technos très industriels et tous ces trucs un peu novateurs, j'ai peut-être pas toujours le temps d'aller creuser ou de prototyper et donc du coup ce genre de conférences, de clubs, ça permet d'échanger tout ça avec tout le monde. Donc voilà, et puis après il y a toujours avec les alumni, ceux qui s'interrogent, ils demandent souvent à des anciens de venir, si on peut coacher des étudiants qui sont sur le parcours entrepreneuriat. Donc ça, c'est des trucs que je fais avec plaisir aussi. Voilà, on essaye d'être investi, quoi. Ah, c'est cool. C'est pas toujours facile de trouver le temps. Mais bon, c'est aussi l'association des parents d'élèves de l'école de la petite. Ouais, il y a aussi plein de trucs partout. La famille, les amis, les trucs. C'est sûr que en créant une boîte, il y a des choses quand même qui passent à l'as, quoi. Ouais. En ce moment, c'est beaucoup les amis. Mais bon. C'est un roulement après. Il y a des périodes. Puis... l'essentiel, c'est de conserver le temps avec sa famille. C'est déjà préserver ça. Bon, il faut que je refasse faut que je remette un petit peu d'organisation quand même pour avoir le temps de prendre du son pour moi, faire du sport, sortir un peu plus. C'est vrai que ces derniers temps, ça va être boulot, quoi. Mais bon, c'est en train de revenir là, je le vois là, mon agenda. Des trucs sympas. Ouais, bon. Cette semaine, j'ai quand même beaucoup travaillé. Il y a eu beaucoup de moments cool, de cocktails, d'apéro le soir. C'est un peu du travail, mais pas trop quand même. C'est cool. Merci Pierre, tu vois, le temps passe. Ça fait à peu près 1 heure qu'on discute déjà, tu vois. Et du coup, je vais te poser les 3 petites questions de fin de podcast. Yes. Alors, le podcast s'appelle La Boussole. Et la boussole, ça indique le nord pour moi. Et le nord, c'est une direction, mais c'est aussi l'étoile du nord, l'étoile du berger. Celle qui nous guide dans la nuit et aussi dans la vie peut-être. Et toi, du coup, ce serait quoi ton étoile du Nord? Ton étoile polaire? J'y ai pas mal réfléchi. Parce que du coup, forcément, j'ai écouté tes podcasts. Et oui. Donc du coup, je m'attendais aux questions. Et j'avoue que celle-là, je trouve que c'est la plus dure. Parce que spontanément, j'aurais peut-être dit, c'est ma fille.
et la famille, c'est vrai que c'est important. Mais je crois que en fait, la vraie réponse, c'est de donner du sens, d'avoir de l'impact. C'est un truc qu'on n'a pas trop abordé pendant le podcast, mais c'est chez BCD, on a parlé par exemple d'embaucher des gens en reconversion, chômage, etc. Mais c'est aussi favoriser l'usage des transports en commun, tous les aspects sociaux, mutuels. Il y a eu le congé paternité, on l'a mis en place tout de suite, le télétravail aussi, d'essayer d'être un peu pionnier là-dedans. Sur les aspects écologiques, de plus en plus on réfléchit. On a pas mal de petites actions. Alors c'est pas des grosses actions sur lesquelles on va venir communiquer. Je suis pas trop greenwashing ou greenbashing, je sais pas comment on dit. Mais c'est plein de petits trucs et la somme de tous ces petits trucs, ça fait quelque chose de pas mal. Le plus dur, c'est de consacrer le temps à ça. Ouais. Mais, j'ai trouvé on est en train de mettre en place justement avec le CIC des bons leviers. Mais bon, je vais pas trop le teaser maintenant, parce que j'en ai pas encore parlé en interne. Ouais, d'ici que ça soit diffusé, peut-être que oui. Mais ça, c'est des valeurs importantes, et puis tu le disais. C'est des valeurs importantes, ouais. Et je sais plus pourquoi. Oui, donc du coup, avoir de l'impact, se sentir utile, c'est mine de rien, le monde qui s'annonce en face de nous, il est un peu craignos quand même. Et c'est de se dire, il faut au moins faire notre part pour améliorer les choses, arrêter de faire de la technologie pour faire de la technologie, faire des trucs qui sont vraiment utiles. Consacré, vraiment c'est nous, on a mis le mot la tech utile côté souvent dans la French Tech ils disent tech for good, et je crois vraiment que c'est un enjeu important. On s'en rend pas compte quand on utilise son smartphone, mais on est une industrie qui pollue à fond. On utilise des serveurs, du cloud, etc. Qui consomment de l'énergie. Ça consomme à fond, et c'est comment on va faire pour réduire cet impact. C'est des vrais sujets sur lesquels on va continuer d'avancer. Et il faut que ça aille plus loin que je plante des arbres pour compenser mon empreinte carbone. En fait. C'est clair. Ça passe aussi par le renouvellement du parc informatique. Au début, on se posait pas trop la question quand on achetait nos Mac. Et maintenant, en fait, je mets tout de suite le budget maximal, le truc, celui qui ira le plus loin possible. Parce que je sais que plutôt que de le garder 5 ans, on va peut-être réussir à le garder 10 en fait. Parce que mine de rien, c'est des super machines et c'est fait pour vivre 10 ans ou 15 ans. Et donc voilà, c'est tout ça. Et donc c'est la transmission aussi. Transmettre, là on le retrouve via les cours. Mais c'est tout ça, c'est pouvoir faire en sorte que demain ce soit un monde meilleur finalement, grâce aux hommes et à la technologie. C'est un beau programme. Ouais, c'est pas mal, ça sonne bien. Comme ça. Et après, moi je lis énormément. Alors, je sais pas si t'as un livre, quelque chose à nous recommander. Alors, moi je ne lis pas du tout. Ouais. Tu me fais penser à quelqu'un d'autre, mais. Je lis pas du tout de livres, de romans. Par contre, je pense que je passe 1h30 peut-être à lire tous les jours, mais ça va être plus des articles. Ouais, ou même si t'avais quelque chose à conseiller. J'ai réfléchi à un livre quand même. En fait, j'ai quand même des. Il y a un livre, c'est une série d'ailleurs de Maxime Chatham, ça s'appelle Autre Monde. Ça c'est canon. Ouais. À un moment donné, pendant une nuit, la Terre, elle se transforme complètement, sûrement liée au réchauffement climatique. Et puis, le monde est changé, l'humanité est changée. Voilà, les parents ont disparu, il reste les enfants, ou les parents ont été transformés. J'en dis pas trop. Mais voilà, c'est en plusieurs tomes. Et, c'est vachement bien. Ça fait réfléchir un peu, surtout c'est aussi se dire que les choses peuvent changer. Peut-être que ce qu'il y aura après, ce sera pas ce que nous on connaît aujourd'hui, mais il y aura quelque chose, quoi. Et puis après, j'ai un ami qui était avant directeur création chez Crealid, Michael Fayet,
il a écrit un roman d'anticipation. J'essaie de me souvenir du titre. C'est une vie. Ah mince. Bon, c'est pas grave, je retrouverai et je. Non, en tout cas, ça pourrait arriver, clairement. Aujourd'hui, voilà, moi je suis là avec ma montre connectée à mon bras. Et imagine cette montre, en fait, quand tu la mets, elle t'injecte des nanoparticules. Et ça vient inhiber certains de tes comportements violents ou certains sentiments. Et puis du coup, il y a une partie de la population qui va adopter le bracelet, d'autres non. Et du coup, voilà, c'est un peu le transhumanisme et les autres. Et c'est super intéressant de voir comment il a imaginé que la société allait évoluer, comment ça peut finalement qu'une technologie qui à la base semble bonne pourrait amener au chaos ou pas. Et voilà, c'était passionnant, c'était une vie sans trouble, voilà, c'est bon, j'ai trouvé. Je note. Super. Et dernière question, est-ce que tu aurais une personne à me recommander pour le podcast ? J'ai une personne à te recommander, il s'appelle Cédric le Prince Ringuet. Il a créé la maison Ititoka. Alors je ne l'ai pas dit avant, mais comme ça. Et c'est une personne qui est super inspirante d'un point de vue justement humain, autour de l'écologie. En fait, Ititoka, ça veut dire It's Time to Care. Et donc c'est un lieu à Ouescal qui est consacré à s'occuper de soi, prendre soin de soi, prendre soin de la planète, prendre soin des autres. Et du coup, il va accueillir les entreprises pour les aider dans leur démarche RSE. Mais j'échange beaucoup avec lui justement sur toutes ces problématiques. Il a aussi, il a un passé très fort dans les relations humaines. Donc c'est très intéressant de parler avec lui sur différents sujets. Et voilà, je trouve que c'est... j'aime pas trop la formulation que j'utilise, mais que c'est quelqu'un d'utile au monde, en fait. Et donc du coup, qui mérite à être connu. Voilà, parce que je pense qu'on devrait tous, à un moment donné, passer par la maison Ititoka. Parce qu'on a tous quelque chose à y laisser. Et puis à repartir avec. Super. Merci beaucoup, Pierre. Merci à toi. Pour cet échange, c'était super intéressant. Pour te suivre, c'est sur LinkedIn, j'imagine ? On peut me suivre sur LinkedIn, c'est là où, effectivement. Génial. Je suis pas un grand posteur, mais sur LinkedIn. Puis sur les pages de Better Call Dev aussi. Sur les pages de Better Call Dev, ouais. Ok, bon, génial. Normalement, si on me suit, en général, je relaye tout. Ça sera un peu dommage, sinon. Tu m'étonnes. Comme ça, on finit sur une note sympa. Merci beaucoup, Pierre. Merci à toi. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous appréciez ce travail, partagez le podcast autour de vous, abonnez 2 personnes de votre entourage et dites-le moi sur Apple Podcast ou Spotify. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de La Boussole. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas de regarder votre étoile polaire.